Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Près de 3,5 millions d'Ukrainiens ont quitté leur pays depuis le début de l'invasion russe il y a un mois. Et parmi celles-ci, 2 millions ont pris la route de la Pologne voisine, porte d'entrée de l'Union européenne. La solidarité internationale s'est très vite mise en place, une solidarité qui repose néanmoins beaucoup sur les épaules de bénévoles, que ce soit en Pologne ou chez nous. L'appel aux familles hébergeuses pour combler le manque de centres d'accueil publics n'en est qu'une illustration. Un mois après l'invasion russe en Ukraine, on fait le point ce soir avec nos invités sur les initiatives positives en termes de solidarité, mais aussi sur les risques et les difficultés pour l'avenir. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizin. Alors Philippe Hensmans, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la section belge francophone d'Amnesty International. Amnesty qui a envoyé une délégation pendant plusieurs jours à la frontière polono-ukrainienne pour recenser les difficultés. On va en discuter. Il y a alors François Fink, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de plaidoyer dans les affaires européennes et internationales au Centre d'action laïque et vous revenez d'une mission humanitaire menée avec 2 Mensnu à Medyka, donc la ville de Pologne vraiment à la frontière avec l'Ukraine, porte d'entrée vraiment des exilés ukrainiens en Europe. Alors François, donc Medyka c'est vraiment là où les milliers d'Ukrainiens franchissent chaque jour la frontière. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, sur place ? Alors effectivement, Medyka, donc c'est vraiment un petit village qui est juste à la frontière, vraiment le poste frontière précisément à Medyka. Et là, chaque jour, il y a des centaines, voire des milliers de personnes passent la frontière sans discontinuer. Quand nous étions, le flux était un peu moins important que le jour précédent, paraît-il, mais il est toujours là, il est toujours présent. Alors, une petite précision, c'était une mission humanitaire assez ponctuelle, donc ce que je vais dire, c'est ce que j'ai pu voir, ce que nous avons pu voir sur place, mais c'est forcément un point de vue aussi tout à fait partiel, ou partiel en tout cas. Mais donc effectivement, là, on a beaucoup de gens qui passent, mais qui ne restent pas forcément à Medyka très longtemps, mais ils vont dans la ville voisine de Przemyśl, qui est une ville qui est à 10 km, et donc la ville un peu plus importante, la plus proche. Et donc souvent, ils sont assez rapidement emmenés de Medyka dans cette ville voisine de Przemyśl. Et c'est là qu'il y a un centre d'accueil du coup qui est organisé. Donc c'est un ancien centre commercial qui a été réhabilité un peu en centre d'accueil où les personnes sont un peu... triés, j'aime pas vraiment le mot, mais sont triés par le pays vers lequel ils désirent aller. C'est cela, tout à fait. Donc à Medyka, les gens passent la frontière, ils restent parfois un peu sur place, mais très rapidement, ils prennent des bus qui sont organisés par les autorités polonaises pour transporter justement un centre commercial qui est donc à une dizaine de kilomètres dans les faubourgs de Przemyśl. Et donc, lui, effectivement, c'est un centre commercial, le Tesco, c'est pour ça que tout le monde connaît ça comme le Tesco, et un centre commercial désaffecté qui a été rapidement mis à disposition par le maire de cette ville pour accueillir les réfugiés. Effectivement, les conditions sont très difficiles. C'est quelque chose d'assez... évidemment, les gens arrivent avec une valise, un sac, ce qu'ils ont pu emmener. C'est en énorme majorité seulement des femmes et des enfants, parfois des personnes âgées, quelques hommes âgés. Comme les hommes entre 18 et 60 ans doivent en principe rester en Ukraine parce qu'ils sont susceptibles d'être appelés à servir dans l'armée. Et donc, les gens dorment dans ces grandes pièces, centres commerciaux. On a des dizaines de lits de camp. C'est des conditions qui sont assez difficiles. Mais on a heureusement beaucoup d'aide là-bas. Il y a beaucoup de volontaires qui sont là et qui gèrent tout cela. Donc, et ce centre de Przemyśl, le centre commercial du Tesco, comme vous dites, ce n'est pas un centre d'hébergement, c'est là pour les trier en quelque sorte, je n'aime pas beaucoup le mot non plus, mais le but est de les envoyer ensuite dans différentes régions de Pologne ou dans d'autres pays européens pour faire de la place pour les nouveaux arrivants. Alors, il y a une des choses que vous me disiez en préparant l'émission, c'est que sur place, et là c'est aussi à Medyka, il y a beaucoup de tentes, beaucoup d'associations qui sont présentes. Et il y a un petit peu de tout dans les associations et on voit qu'il y a certaines associations peut-être un peu plus obscures qui essayent de prendre un peu de place. Tout à fait. Alors, je pense que c'est assez fréquent dans ce genre de situation. Je ne suis pas spécialiste, mais je pense que c'est assez fréquent que quand il y a ce genre de tragédie humanitaire, il y a toutes sortes d'associations qui viennent. Alors, beaucoup de gens de bonne volonté qui veulent vraiment simplement donner un coup de main. Il y a beaucoup de gens qui font du bon travail. Il y a les scouts polonais, par exemple, qui donnent des repas chauds aux gens qui attendent les bus, par exemple. Il y a des secouristes israéliens ou français ou d'autres nationalités qui sont là au cas où quelqu'un a un malaise et tout. Donc, il y a aussi quand même beaucoup de gens tout à fait de bonne volonté. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres associations
Et il y a des associations d'inspiration religieuse ou politique qui parfois, dans le but ne sont pas aussi clairs, disons. Hein. On a certaines associations religieuses qui font aussi simplement un travail humanitaire, qui donnent à manger. Par exemple, on a les Sikhs, United Sikhs du Royaume-Uni, qui donnent des repas chauds. Mais on a vu, par exemple, une mystérieuse association sino-américaine, donc des Chinois basés aux États-Unis, elle s'appelle le New Federal State of China, nouvel État fédéral de Chine. C'est une organisation politique surtout, qui a pour but de renverser le régime communiste chinois. Et on ne voit pas très bien ce qu'ils font là, quoi, parce que c'était vraiment, ils ont 2 grandes tentes, ils montrent qu'ils ont beaucoup de moyens, mais il y avait très peu de réfugiés chez eux, et ça leur sert surtout à se faire de la publicité. Donc on a aussi des témoins de Jéhovah, enfin, bon, il y a différents genres d'associations. La bonne chose est que ces réfugiés ne restent pas très longtemps à Médica, donc ils n'ont pas vraiment, ces associations n'ont peut-être pas vraiment le moyen de faire beaucoup de pression sur eux, parce que très vite, les réfugiés savent aussi, je pense que le mot circule chez eux aussi, que le mieux à faire est de prendre un de ces bus qui les emmènera au centre Tesco, où là les choses sont un peu plus organisées, même si elles reposent beaucoup aussi sur l'activité des volontaires. Alors Philippe Hensmans, il y a le mot chaos qui a été dit par François Fink. Le mot chaos, c'est aussi un mot qui revient dans ce rapport des personnes d'Amnesty qui sont allées sur place. Chaos parfois dans la manière dont c'est organisé, dans les associations qui sont là, dans des réseaux aussi parfois qui peuvent se développer. Oui, le chaos est généré au départ par le manque de réaction du gouvernement polonais, parce que, et c'est pas la première fois, on connaît les difficultés que le gouvernement polonais a avec les réfugiés. On l'a vu avec la frontière avec la Biélorussie, les rejets qu'ils ont perpétrés, qui sont illégaux, mais qu'ils ont quand même fait de réfugiés afghans ou syriens à la frontière biélorusse il y a quelques mois. Et manifestement, le gouvernement polonais n'a pas décidé de mettre le paquet, en tout cas suffisamment, que pour avoir un accueil structuré, organisé, qui permettrait non pas d'éliminer le travail que font les bénévoles, parce que c'est un travail extraordinaire. Et quand on disait il y a des groupes qui sont parfois obscurs, c'est vrai. Et il y a des gens qui viennent de communes belges qui ont décidé de prendre leur voiture, j'en connais, et de dire maintenant on collecte des médicaments dans la commune et la nourriture, et on y va, on part en Pologne. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire, mais qui doit pouvoir être contrôlé, ou en tout cas organisé par le gouvernement local, parce que sinon on se retrouve dans des situations comme celles qui ont été mentionnées, soit des organisations un peu obscures et peut-être même avec des objectifs douteux, mais aussi, parce que ça on l'a vu, des risques de traite d'êtres humains, et ce sont des mafias alors qui viennent recruter en quelque sorte à la frontière. Vous savez, moi j'ai vu sur Facebook des Belges qui disaient on va pouvoir choisir des Ukrainiennes blondes. Et donc, si déjà, même si c'était plus ou moins en plaisantant, j'ai eu difficile à mesurer le degré d'humour qu'il y avait là derrière, mais c'est certainement quelque chose qui a été perçu par des mafias, des réseaux de traite des êtres humains. Et c'est quelque chose qui n'est pas contrôlé suffisamment par le gouvernement polonais. Vu le manque de présence à la frontière, nous avons aussi des gens dans d'autres pays, mais un peu partout, et y compris en Ukraine. Mais c'est clair que là, et on a eu aussi des exemples de personnes, 1 ou 2 personnes qui avaient été victimes de violences sexuelles de la part de Polonais qui avaient accepté de les héberger. Et donc c'est toujours la difficulté quand on a des situations comme celle-là. Tout n'est pas toujours rose, même si il faut bien reconnaître que on a connu en Belgique, par exemple, avec la plateforme réfugiés, quelque chose d'extraordinaire et où on n'a pas vécu ce genre de problème. Mais parce qu'il y avait une certaine forme d'organisation, justement. Parce que les bénévoles s'étaient quand même organisés pour qu'il y ait un certain contrôle, en tout cas qu'on sache. C'est une organisation différente, mais il faut saluer le rôle des bénévoles, c'est clair, parce que sans eux, je ne sais pas ce qui se passerait effectivement à la frontière. Mais non, c'est la responsabilité du gouvernement polonais et plus globalement de l'Union européenne de prendre ses responsabilités et se donner les moyens, ou de donner les moyens au gouvernement polonais de mettre en œuvre les ressources nécessaires pour non seulement trier, mais aussi accueillir de façon correcte ces migrants et garantir aussi que
leur futur ne sera pas entre les mains de groupes mafieux. Oui, parce que c'est vrai que vous parliez des femmes, on sait aussi que les enfants, là il y a un chiffre de l'ONU qui disait qu'entre le 24 février et le 17 mars, il y a plus de 500 enfants non accompagnés qui ont aussi passé la frontière. Donc ça aussi, on est là dans un risque de traite des êtres humains. Souvent, ce qui est aussi. parfois le cas d'hommes seuls, ou d'hommes seuls avec enfants et qui ne peuvent pas passer la frontière et donc qui décident de laisser passer les enfants puisque eux doivent retourner, ils sont conscrits, ils doivent retourner se battre. Alors, outre ce risque de traite des êtres humains, un des points qui est mentionné par cette équipe d'Amnesty qui est allée sur place pendant une dizaine de jours et qui avait déjà été mentionné dans la presse par ailleurs, mais c'est ces discriminations vraiment raciales à la frontière. Ça a été constaté. On fait un tri entre les Ukrainiens et Ukrainiennes vraiment d'origine ukrainienne, à nationalité ukrainienne, et les autres. Pas seulement à la frontière d'ailleurs, c'est vrai aussi, c'était au départ des gares, à Kiev même, où on empêchait des étudiants, par exemple, d'origine africaine, de prendre le train, ou en tout cas on leur disait de passer derrière les autres. Et donc, ça a commencé là, en fait. On estime qu'il y a un demi-million de personnes d'origine étrangère qui vivaient en Ukraine avant la crise. Et donc, effectivement, on a relevé un tri aussi assez scandaleux qui se faisait à la frontière. Ceci étant dit, c'est la même chose en Belgique, on y viendra sans doute, mais on arrive à une situation un peu comparable en Belgique, malheureusement, aujourd'hui. On va parler de la Belgique et je vous propose pour introduire justement partie belge, c'est qu'on parlait de ce rôle des bénévoles en Pologne, mais en fait chez nous aussi l'accueil se base et se repose beaucoup sur les bénévoles et du coup je vous propose d'écouter Jessica Faracci. Elle héberge depuis quelques jours une grand-mère ukrainienne et ses 2 petits-enfants. Alors un hébergement qui se passe bien, mais il y a plusieurs difficultés administratives qui s'accumulent, elle nous en parle. La cohabitation se passe assez bien. Effectivement, il y a quand même la difficulté de la langue. Donc, on utilise des traducteurs parce qu'évidemment, ils parlent russe, ukrainien et notre famille ne parle pas l'anglais. Donc, ça, c'est peut-être la plus grande des difficultés, mais on s'en sort quand même assez bien. La cohabitation entre nos enfants et les 2 enfants qu'on a accueillis se passe super bien parce qu'entre eux, c'est un peu ce côté assez magique que les enfants ont entre eux de jouer, d'échanger, de communiquer avec leurs codes, les jeux. Enfin, c'est quand même super chouette. Et la grand-mère est très très volontaire et a envie vraiment d'essayer de communiquer, d'être présente dans la maison. Ça se passe très bien dans le sens où les échanges qu'on a sont assez riches. Et les enfants vont déjà à l'école ? Alors les enfants vont déjà à l'école. En fait, quand on a su qu'on allait avoir une famille vendredi, mon époux est allé à l'école de mes enfants pour demander s'il était possible de les accueillir. Et donc l'école a tout de suite accepté. Ils avaient déjà accueilli la semaine dernière 2 enfants. Et donc lundi, les 2 petits sont allés à l'école. Là, c'était un peu plus compliqué parce que je pense que les enfants se demandaient ce qu'on était en train de faire, où ils allaient. Surtout la petite qui a 6 ans. Il semblerait, si on a bien compris, qu'en Ukraine, ils ne vont pas à l'école avant 7 ans. Et donc pour la petite, c'est une première rentrée scolaire. Et donc c'était très difficile quand même lundi. Mais l'école a laissé la possibilité à la grand-mère de rester toute la journée avec la petite en classe. Mais voilà, ça ne doit pas être évident, mais ça se passe bien et ils reviennent vraiment avec la banane le soir à la maison. Donc on imagine qu'ils sont quand même heureux d'aller à l'école. Alors ça, c'est pour tous les aspects pratiques de la vie de famille qui se passe plutôt bien. Par contre, les démarches administratives, elles, ont été plus compliquées. C'est-à-dire que donc cette famille, elle est arrivée chez vous et vous avez d'abord dû l'emmener au Ezel. Oui. On est allé dimanche au Ezel, donc on s'est rendu le dimanche à 8h30, on était au Ezel et déjà là la file était déjà longue à l'extérieur, les portes ont été ouvertes à 9h moins quart et arrivé devant la porte à 9h, on nous a dit que les familles ne pouvaient pas rentrer avec les familles accueillantes. Donc là ça a déjà été un peu le grand stress dans le sens, il a fallu expliquer... il faisait très froid, un dimanche en plus il neigeait, expliquer sous la neige avec nos traducteurs que je ne rentrerai pas avec eux, mais que je les attendais bien à la sortie. Donc ils sont rentrés à l'intérieur et donc je me suis rendue à la sortie qui n'était pas au même endroit que l'entrée.
Et là, on nous a dit que ça allait durer plus ou moins 2 à 3 heures, sauf que ça a duré, donc ils sont sortis à 17h30. Et par contre, nous, à l'extérieur, les familles, on était sur la chaussée romaine au Heysel, donc, avec cette route qui était super dangereuse, on n'avait rien pour s'asseoir, personne n'avait prévu qu'on allait passer une journée à attendre dehors. Après, il faut s'enregistrer à la commune, donc déjà, le papier qu'ils avaient eu de l'Office des étrangers, la photo qui était dessus était beaucoup trop petite. Donc, ils disaient que ça n'allait pas. Donc, ça, c'était déjà le premier problème à rencontrer à la commune. Donc, il a fallu faire des photos d'identité. Photos d'identité qu'il fallait payer. Heureusement, il y avait un photomaton dans la commune, donc il a fallu faire les photos d'identité. Et ensuite, pour pouvoir faire la demande d'avoir les cartes d'identité, il fallait payer aussi chaque carte d'identité, je pense, plus ou moins 30-35 €. Voilà, si on ne payait pas, on ne pouvait pas introduire les demandes. Donc voilà. Ça, je trouve que ça pose quand même question. À tout ça, il faut savoir que les familles d'accueil travaillent en règle générale et donc en fait, c'est vraiment, il faut trouver des moments en plus sur la journée pour pouvoir accompagner ces familles. On ne peut pas les envoyer toutes seules faire toutes ces démarches administratives. C'est très très lourd. Parce que pour le moment, effectivement, on peut avoir de l'aide de nos amis, de nos connaissances. Ça, c'est clair. Il y a plein de gens autour de nous qui sont prêts à venir nous aider, mais sur du long terme, je pense qu'il faut une aide structurelle, quoi. Pareil que dans les écoles, c'est une réflexion qu'on avait avec les directrices des écoles, qui en fait sont aussi un peu, on leur a dit qu'il fallait les accepter, ils le font vraiment de bon cœur, ils mettent tous les moyens, franchement, je suis vraiment chapeau, parce que ils sont vraiment là, ils sont présents, ils nous soutiennent, mais aussi, notre inquiétude, c'est à l'intérieur de l'école, aussi après une crise telle qu'on a vécue déjà avec la crise Covid, comment est-ce que tout le monde va tenir sur du long terme? Ça, c'est vraiment une grande question. Alors, Philippe Hensman, j'ai peut-être envie de vous faire réagir. Alors, on sait que la Belgique a déjà accueilli 20 000 réfugiés en un mois. C'est autant que la France. Donc, il y a une part du travail qui a été faite. Et évidemment, l'État doit s'organiser. On peut comprendre qu'il y a une organisation qui doit se mettre en place dans l'urgence. Mais quand vous entendez ça, est-ce que vous avez le sentiment quand même qu'on ne se repose pas trop sur ces bénévoles et sur ces familles ? C'est un peu comme le Covid. Ça révèle des choses qui ne fonctionnaient pas avant et ça les aggrave, évidemment. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avions soutenu d'ailleurs une démarche judiciaire qui avait été introduite par le CIRE et d'autres associations il y a quelques semaines concernant les files d'attente qu'il y avait devant le petit château, parce que c'est vraiment une question d'organisation. Comme je dis souvent, la meilleure manière de faire croire aux gens qu'il y a une crise migratoire, c'est que vous diminuez le nombre de fonctionnaires qui travaillent, qui peuvent recevoir les demandes d'asile, vous créez des files devant le petit château, vous venez avec une caméra et vous dites « Regardez, il y a une crise migratoire ». C'est exactement ça qui s'est passé. Et donc, on s'est retrouvés à un moment donné. Moi, je me rappelle, j'étais dans un débat avec le secrétaire d'État à l'asile et à la migration, donc le lundi qui suivait le départ de la guerre, le jeudi en fait, et qui annonce très fièrement, écoutez, voilà, on a trouvé une solution. J'ai envoyé une lettre à toutes les communes pour leur dire de relever tout ce qui était disponible dans leur commune comme lieu d'hébergement. Et je lui ai posé la question. J'ai dit, mais écoutez, c'est très bien de reposer comme ça sur les bénévoles et sur les volontés, mais ce qui est le plus important sans doute, c'est non seulement de faire en sorte que ça se déroule bien, et alors il y avait Bordet. Je trouve que utiliser Bordet, c'était déjà symboliquement, c'est déjà assez terrible d'utiliser ce lieu-là qui a été rapidement débordé. Et puis d'arriver au Heysel, où là aussi il y a des soucis, et où les personnes qui ne sont pas originaires d'Ukraine, mais qui sont originaires d'autres pays, doivent normalement passer par le Heysel, mais on les a renvoyés quand même vers le petit château. Enfin, bref, c'est un fameux... Oui, ça donne un chaos. Enfin, on réutilise le terme chaos. Et le lendemain de cette déclaration, je me rappelle, j'étais avec un avocat qui a téléphoné à sa commune et qui a dit « Écoutez, voilà, moi je suis prêt à accueillir une famille ukrainienne, comment on fait ?» Et la commune lui a répondu « Vous savez, on n'en sait rien. » On n'a reçu aucune instruction. C'est une déclaration qui a été faite comme ça, mais nous n'en savons rien.
Oui, c'est un peu la situation aussi des écoles qui sont prêtes à accueillir, mais qui semblent un peu démunies, ne sachant et donc, pas trop. Je crois que le vrai danger, il est là. En fait, comme disait la personne que vous avez interviewée, c'est le moyen et le long terme. Parce que c'est une guerre qui va durer, on le craint. On a l'air parti pour de la longue durée. Et donc, il n'y aura pas de retour très, très rapide des personnes qui sont hébergées ici. On a une chance, en quelque sorte, même si c'était un problème pour la famille interrogée. Beaucoup d'entre eux parlent l'anglais, donc ça veut dire qu'il y a quand même des possibilités de communication plus simples. Mais malgré tout, il faut se dire qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on en arrivera à 200 000 réfugiés ici. Parce que c'est ça qui est programmé en quelque sorte. On parle de 5 millions de personnes qui vont fuir l'Ukraine sans doute, et dedans, il y en aura 200 000 qui viendront en Belgique. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire pour mettre en place une structure qui soit, en tout cas à moyen terme, suffisamment solide? Et gouverner, c'est prévoir, c'est ça en fait. Et c'est là qu'on manque, encore une fois, d'un regard un peu plus à moyen terme, et surtout qui ne repose pas entièrement sur la population, parce que ça, c'est une aberration totale. Et le tout sans désinvestir aussi l'accueil des réfugiés d'autres nationalités, parce qu'on sait que les conflits ailleurs ne s'arrêtent pas pour autant, et on parle de l'Ukraine, mais il y a le Yémen, et puis il y a toutes les autres raisons qui font qu'on peut fuir un pays. Hier, j'avais un rendez-vous avec Mme Wilmès, et on a soulevé la question des Afghanes, c'était sur les femmes afghanes. Et aujourd'hui, on a une situation où le CGRA a déclaré il y a quelques jours que les personnes qui venaient d'Afghanistan n'étaient pas considérées comme automatiquement des personnes qui ont besoin d'avoir l'asile et qu'on pouvait débouter les demandeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous venez d'Afghanistan en Belgique, eh bien, vous devez prouver que vous êtes en danger si on vous renvoyait dans votre pays. Mais de toute façon, on ne sait pas vous renvoyer. Et donc, que deviennent ces personnes? Grand point d'interrogation, personne ne peut vraiment nous répondre sur la question. Et ça montre à quel point on est peu organisé, et ce qui compte, c'est l'image. C'est l'image, encore une fois, on dit, regardez, nous sommes le pays qui proportionnellement accueille le plus de migrants, mais ils sont là. Ils sont là, il faut les accueillir. C'est une obligation. Et donc, tant qu'on ne prendra pas de vraies mesures, on aura non pas une crise migratoire, mais une crise du management de l'accueil des migrants. Ce qui n'est pas la même chose. Alors, François Fink, on le disait, ici, évidemment, on voit que ça peut être compliqué, mais en tout cas, on peut encourager les citoyens qui voudraient s'investir, évidemment, à accueillir des familles pour ceux qui peuvent. Alors, vous avez fait partie de cette mission humanitaire, vous avez amené des médicaments. C'est quelque chose qui vous semblait essentiel. Alors, vous le disiez tout à l'heure, c'est votre vue partielle, mais en tout cas, la demande que vous avez entendue sur place, c'est vraiment une demande de médicaments. Oui, alors là, il faut aussi différencier deux choses. Il y a l'aide sur place dans le sens à Medica ou Przemysl, donc du côté polonais, où là, des bénévoles qui travaillent dans ce centre TESCOM ont dit qu'ils ont déjà beaucoup d'aide humanitaire. Ils ont vraiment reçu des tonnes d'aide humanitaire. Et là, il peut toujours avoir des besoins, mais il y a énormément de besoins du côté ukrainien. Là, les hôpitaux sont bombardés par l'armée russe. La situation humanitaire dans certaines villes est catastrophique. Et donc, nous avons amené des médicaments qui sont allés directement en Ukraine, grâce à des contacts par le réseau laïque européen, dont le CAL est membre. Nous avons pu identifier des contacts en Pologne et aussi en Ukraine. Et donc, à ces personnes ukrainiennes, nous avons livré directement des médicaments, des bandages, des désinfectants, des choses comme ça, qui sont donc allés directement en Ukraine. Donc, oui, d'où l'intérêt bien aussi de bien choisir. Par exemple, pour ceux qui voudraient se rendre sur place, par exemple, M. Hensmans, vous parliez de personnes qui se mobilisent et qui décident de partir, d'identifier peut-être avant bien les besoins et les associations à qui on peut donner. Tout à fait, je dirais c'est important de bien identifier. C'est très bien, comme vous avez mentionné, toutes ces initiatives sont admirables. Il y a vraiment un élan de solidarité qui est admirable. Mais c'est vrai qu'il est important, avant de partir, de savoir un peu où on va livrer les choses qu'on transporte, et d'identifier un peu des partenaires sur place, d'essayer de préparer un peu le voyage pour bien identifier les besoins. Et il y a deux associations aussi polonaises qui sont plus particulièrement soutenues par le Centre d'action laïque. Est-ce que vous pouvez nous dire juste un mot sur ces deux associations ? Avec plaisir. Donc la première, c'est l'Action humanitaire polonaise, l'abréviation polonaise PAH. Donc l'Action humanitaire polonaise, c'est la plus ancienne organisation humanitaire polonaise qui a été fondée dans les années 90. Sa fondatrice, Janina Ochojska, était une bénévole polonaise, mais qui a travaillé pour les organisations françaises dans les années 80. Donc elle a amené de l'aide humanitaire de France en Pologne pendant l'état de guerre des années 80.
une fois que le régime communiste est tombé, au début des années 90, elle a lancé un appel en 92 à l'occasion du siège de Sarajevo. Donc le siège de Sarajevo par les forces serbes de Bosnie qui a commencé. Elle a lancé un appel à l'aide, appel qui a dépassé ses espérances, et ils ont organisé un convoi. Donc les Polonais ont organisé un convoi qui est allé à Sarajevo en apportant de l'aide humanitaire. Donc c'était l'acte fondateur de l'action humanitaire polonaise. Qui est maintenant présente dans de nombreux pays, en Ukraine, mais pas uniquement, aussi dans certains pays africains, au Moyen-Orient. Donc c'est une organisation vraiment très, très engagée. La deuxième, c'est la fondation Ocalenie, qu'on peut traduire par secours ou sauvetage, qui est une organisation qui est spécialisée vraiment dans l'aide et l'accueil des personnes migrantes et des réfugiés. Elle est active depuis 2000. Elle propose aussi des cours d'intégration, des cours de polonais. Elle aide à trouver des maisons, des appartements pour les réfugiés et les migrants, sans faire de différence quant au statut ni à l'origine. Comme vous avez mentionné, cette crise des réfugiés à la frontière biélorusse, quand l'État polonais a renvoyé des réfugiés syriens, irakiens, de différents pays africains vers la Biélorussie, cette organisation Ocalenie était très présente sur le terrain. Au point qu'elle a eu des ennuis avec les autorités parce qu'elle essayait vraiment d'aider ces gens et de les accueillir en Pologne. Donc ça, c'est une organisation qui est vraiment très, très engagée dans l'accueil des migrants, quel que soit leur statut ou leur origine ethnique ou nationale. Donc c'est vraiment une organisation de terrain qui fait vraiment du très bon travail. Alors, on arrive à la fin de l'émission, mais Philippe Hensman, j'ai quand même envie de dire un mot avec vous sur les dissidents russes. Alors, on sait qu'Amnesty est attentif depuis très longtemps. On sort des dissidents russes. On sait qu'aujourd'hui, des manifestations ont lieu tous les jours en Russie contre la guerre. On parle de plusieurs milliers de manifestants arrêtés. On doit s'inquiéter vraiment pour le sort réservé à ces manifestants ? Ah, certainement, parce que déjà, il y a deux exemples très, très forts qui ont émergé ces derniers temps. La première, c'était la fermeture de Mémorial. Mémorial, c'était l'ONG qui faisait, en quelque sorte, qui était la mémoire du goulag. Qui faisait des enquêtes sur tous les gens qui étaient passés par le goulag et qui étaient vraiment, c'était un mémorial de ce qui s'était passé là. Et cette organisation a été fermée par le pouvoir russe. Et la deuxième chose, c'est la condamnation de M. Navalny à 9 ans de prison hier ou avant-hier, et qui montre à quel point ça dure depuis plusieurs années. C'est quelque chose, c'est vraiment un entonnoir où on essaie de fermer de plus en plus toute possibilité de liberté d'expression, de liberté d'association. Il y a des choses assez admirables qui se sont déroulées. Et en même temps, c'est l'humour russe des dissidents qu'on a toujours connu. Une jeune femme comme ça qu'on voit sur la place du Kremlin, devant le Kremlin, et qui dit « Regardez, je vais me faire arrêter dans 2 minutes ». Et elle sort un papier sur lequel il est marqué en russe 2 mots, littéralement 2 mots. Et boum, 5 flics lui tombent dessus et l'arrêtent. Mais c'est le genre de plaisanterie pour lequel on risque 15 ans de prison. Aujourd'hui, c'est une nouvelle loi qui a été passée, qui censure les médias. Et donc, il y a une volonté vraiment de faire taire toute opposition, d'interdire d'utiliser le mot guerre ou invasion dans les médias. Et c'est pas nouveau. C'est c'est une tendance lourde et que l'on connaît finalement depuis la première guerre de Tchétchénie. Et c'est ça que nous devons nous reprocher, c'est de nous être... Enfin, nous avons révélé ce qui se passait, mais les gouvernements occidentaux n'ont pas assez réagi à l'époque en disant « ça, c'est pas acceptable ». Lorsqu'on détruit 1 millier de villages en Tchétchénie, qu'on tue des centaines, des milliers de personnes, il y a quelque chose... C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, en fait. C'est la même répétition. Ils ont fait ça à Alep, ils font ça ici en Ukraine. On est plus sensible parce que c'est en Ukraine, mais c'est un régime qui ne vit que par la violence et qui fonctionne comme le service de renseignement, en fait. Et donc, oui, il y a de quoi avoir peur, mais non, je crois qu'aussi, il faut faire très attention à ne pas penser que la population russe est un monolithe, c'est un monobloc. Ce sont des personnes qui, en fonction de là où ils habitent et des moyens d'information qu'ils ont aussi, même souterraine, ne pense pas forcément la même chose. Et c'est vrai qu'une grosse partie de la population a comme seule information la télévision d'État, puisque tout est fermé. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés. Nous-mêmes, on doit commencer à faire partir l'équipe qui était en Russie.
Et ça ne fait que s'empirer ces derniers jours, oui, effectivement. D'ailleurs, ceci étant dit, on est allé devant l'ambassade de Russie ce matin avec des panneaux qui indiquent un seul chemin, c'est la Cour pénale internationale. Eh ben, on suivra en tout cas ça attentivement. J'ai juste envie de terminer en disant que si vous aussi vous avez envie de vous investir, évidemment il y a plein de moyens différents. Vous pouvez contacter votre commune si vous avez envie d'héberger certaines familles ukrainiennes. On a parlé de ces associations par exemple polonaises. Si vous avez envie de les soutenir, vous pouvez aller sur le site du Centre d'action laïque, laïcité.be. Vous avez toutes les coordonnées pour faire des dons à ces associations. Amnesty a toujours besoin de soutien également, donc je vous renvoie le site d'Amnesty International. Merci vraiment à tous les deux pour nous avoir éclairés sur la situation. Merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous.